Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Nicolas Mathieu. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Prix Goncourt en 2018 pour Leurs enfants après eux. Connemara, qui est sorti il y a quelques semaines, est votre troisième roman chez Actes Sud, un succès en librairie. Ce titre, Connemara, Nicolas Mathieu, c'est celui de l'un des plus gros succès de la chanson française. Qui viennent du nord, colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls. Michel Sardou, décembre 1981. Vous, Nicolas Mathieu, que d'aucuns présentent comme l'écrivain de la France périphérique, marqué à gauche. Si vous avez choisi ce tube d'un chanteur de droite, ça n'est pas que pour la blague. Je ne l'ai pas choisi en tout cas en pensant aux couleurs politiques de Michel Sardou. Ce titre, il dit autre chose du contenu du livre. Ce qui m'intéresse dans cette chanson, c'est qu'on la connaît tous, qu'on l'aime ou qu'on la déteste, qu'elle nous est commune, et en même temps que s'y signale une ligne de démarcation entre nous. Parce que vous savez, c'est cette chanson qui clôt toutes les soirées de HEC et des écoles de commerce en général. Et en même temps, c'est une chanson qu'on écoute dans les bals populaires, dans les mariages. Et selon qu'on les écoute à HEC ou dans un bal populaire, c'est pas la même manière d'écouter, ça dit pas la même chose. Et ce roman, il raconte un peu ça aussi, ce qui se trame dans la France, ce qui nous est commun, les possibilités de rencontres et aussi les frontières qui demeurent entre nous. Autour des lacs, c'est pour les vivants, chante Sardou. Dans votre Connemara, on suit Hélène et Christophe, deux anciens camarades de lycée qui vivent à la quarantaine venue, une histoire d'amour tardive et adultère. C'est d'être vivant, précisément, dont il est question. Ouais, il y a ça, ouais, effectivement. C'est-à-dire que tous les deux, ils se réveillent à la quarantaine, au milieu de leur vie, comme ça, ils se demandent s'ils n'ont pas emprunté les vies de quelqu'un d'autre et ils ont envie de rééprouver des intensités qui leur sont devenues étrangères. Ils rejouent une partie de leur jeunesse. Pourquoi faire? Voilà, le bouquin traite de ça. Et puis, en mettant les lacs du Connemara en couverture, il y avait l'idée aussi de dire que ce roman, il a un caractère un peu épique, comme cette chanson, mais une épopée des classes moyennes. Voilà. Connemara, encore une fois, même si on déteste cette chanson, ça pousse quand même. Et même les gens qui la détestent, je reçois beaucoup de messages à ce sujet-là, me disent qu'effectivement, en fin de soirée, ça produit ses effets. Être vivant, est-ce qu'on en fait effectivement? Est-ce que ça nous fait? On dit de ce livre qu'il est traversé par la question qu'est-ce que c'est au fond réussir sa vie? Pourquoi ne pourrait-on pas, Nicolas Mathieu, résister précisément à l'injonction de répondre à cette question? Parce que l'injonction, elle est pas dans la question, elle est dans les solutions proposées. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de cahier des charges, d'ailleurs qui varie selon les époques, selon les moments, mais la société nous vend des images de réussite. Elle nous vend des parcours de rêve, des cursus honorum de la réussite. Et se défaire de ça, est-ce qu'elle n'est pas là, la réussite, justement? Bien sûr. Alors, en tout cas, réussir sa vie, ce serait effectuer sa puissance, réaliser ce qu'on a en nous, mais pas forcément en respectant le dessein qui nous est assigné par d'autres. Mais la question d'avoir une vie qui vaut le coup, elle se pose à chacun. Et ça, c'est pas une assignation. Elle se pose ne serait-ce que pour une raison, c'est que notre vie, elle n'est pas éternelle, elle est finie dans le temps. Et que du coup, la consommation de ce temps-là, qu'est-ce qu'on va en faire? C'est une question brûlante pour chacun. Et qui devient de plus en plus brûlante à mesure que le temps passe. Ce livre est-il une réaction à la façon dont le précédent a été accueilli, c'est-à-dire fort bien par le prix Goncourt, mais aussi, je crois comprendre, par une forme de méprise dans ce qui a pu être vos intentions? Vous dites que vous pensiez, vous, dépeindre de grands vivants dans Leurs enfants après eux. On y revient, à cette façon d'être vivant. Et en l'occurrence, on vous a félicité pour avoir extrêmement bien décrit des losers. Exactement. Alors, pas tout le temps, pas partout, pas tout le monde, mais j'ai fait une longue tournée après le prix Goncourt et souvent on me disait, mon Dieu, ils sont attachants, mais ils ont des vies de merde. Et ça me heurtait beaucoup. Moi, je ne l'avais jamais conçu comme ça. Je trouvais au contraire qu'ils avaient des vies puissantes, effectivement, et que réussir sa vie ou avoir une existence valable, ça ne dépendait pas de sa promotion sociale, ça ne dépendait pas de sa puissance économique, qui jouait des choses peut-être de plus basse intensité, mais qui avaient autant de valeur. Et que c'est peut-être, oui, une des amorces de ce deuxième roman, de se dire,
voilà, Hélène, elle a tout réussi en théorie. Et en même temps, elle est travaillée par des affects sombres. À 40 ans, elle se dit, mais est-ce que j'habite pas la vie de quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est lié au fait que votre position à vous, Nicolas Mathieu, elle est, comme vous le dites, intercalaire de ceux qui ont eu honte de leurs origines et plus tard qui ont eu honte d'avoir eu honte, un genre de transfuge à votre corps défendant ou qui serait peut-être pas tout à fait déconstruit, c'est un mot à la mode ça. Bon, en tout cas, je me trouve effectivement dans une position intermédiaire entre deux mondes, celui que j'ai quitté, celui dont je ne serai jamais tout à fait parce que je n'y suis pas né, voilà, entre les classes moyennes et puis la bourgeoisie culturelle, on va dire. Et que ce lieu-là que j'habite malgré moi, et définitivement, il me fait me poser des questions sur les valeurs de chacun. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est considéré comme une vie réussie en bas, en haut, à droite, à gauche, etc. Et que ça privilégie un ethos, je dirais, de voyeur. C'est une manière d'être au monde où on est très peu acteur et où on considère les raisons de chacun. C'est pas très confortable, mais ça se prête bien à la littérature. Cette ligne de fracture qui est la vôtre et celle de la France que vous décrivez, la France qui avance versus la France qui stagne, celle qui reste, celle qui part, celle qui est efficace, c'est un mot qui revient beaucoup, contre celle qui ne l'est pas, celle qui a les codes, celle qui ne l'a pas. Est-ce que cette ligne de fracture, est-ce qu'elle se creuse? Mais déjà, il faudrait réinterroger les mots que vous employez, qui sont d'ailleurs ceux que tout le monde emploie. Hein. Je ne vous en fais pas le reproche, mais celle qui avance et celle qui stagne. Non, il y en a une qui avance dans le sens du courant et une autre peut-être qui lui résiste. Ah, ce ne sont pas les miens, je parle des mots qu'on emploie. J'ai commencé par là en disant que je ne vous en faisais pas le reproche du tout. C'est comme au moment de l'élection de 2017 où on utilisait la France de l'ouverture et la France du repli. Non, il y a des gens qui ont les moyens de gagner dans le monde tel qu'il va. Et puis il y a d'autres qui sont très exposés à des violences sociales, économiques diverses, quoi, dans le monde tel qu'il est. Et c'est ça les questions qui se posent. Et est-ce que cette fracture s'accroît? Je pense, oui. Oui. On est dans un moment où la richesse, quand même, va un peu toujours dans le même sens et que ça produit des fractures plus profondes. Voilà, quid de la classe moyenne? Et un jour ou l'autre, quel visage aura notre démocratie dans un monde où justement cette population du milieu, en fait, tend à s'étirer de plus en plus? Et qu'est-ce qui alimente le creusement de la fracture? Qu'est-ce qui ronge les choses? Est-ce que c'est une forme de mépris, mais qui irait peut-être dans les deux sens? Il y a mille choses. Déjà, il y a la structure économique qui est du monde dans lequel on vit et qui fait que l'argent ne se répartit pas de manière égalitaire du tout, très au contraire. Mais dans les années 30, c'était déjà comme ça. Tous les arbitrages qui ont été faits après la Deuxième Guerre mondiale ont consisté à rééquilibrer ces choses-là. Et puis oui, il y a des affects. Des gens qui se sentent méprisés, d'autres qui les regardent de haut, des gens qui pensent vraiment que leurs intérêts sont toujours les bons et que finalement, si d'autres en nourrissent de différents, c'est qu'ils n'ont pas bien compris, ils sont pas assez intelligents, peut-être qu'on a manqué de pédagogie à leur endroit. Donc voilà, tout ça, effectivement, ça nourrit à la fois des inégalités, mais aussi beaucoup de ressentiments. Vous avez dit récemment, vous avez mis face à face la gauche Hippocagne et la gauche Bac Pro. Est-ce que d'une certaine façon, il n'y a pas l'expression, je ne voudrais pas vous contrarier, mais d'une forme de condescendance en disant ça, en disant qu'il faudrait que la gauche dont vous vous revendiquez s'exprime ou en tout cas se saisisse différemment des choses en fonction qu'elle est Hippocagne ou qu'elle est Bac Pro? Alors moi, je ne pense pas être condescendant du tout. Et j'ai dit une chose très très simple. J'ai dit c'est bien qu'il y ait une gauche Hippocagne, et voilà, urbaine, polyglotte, ouverte sur le monde, voilà, qui tire son épingle du jeu. Ça me va très bien. Mais la gauche, elle a une vocation historique qui est quand même de représenter les modes de vie dominés, et notamment les classes populaires, c'est-à-dire les gens qui ne font pas des études très longues, qui mènent des vies peut-être économiquement plus difficiles, etc. Et que c'est quand même un champ qu'elle a en grande partie abandonné. On a eu souvent l'impression que le peuple n'était pas à la hauteur de la gauche. Et il me semble que c'est l'inverse qui devrait se poser comme question. Comment la gauche peut se saisir des intérêts des classes populaires? Ça fait partie de son ADN et de sa mission historique. On est à moins de 3 semaines d'une élection présidentielle, une drôle de campagne que celle de cette année. Le contexte international, on en a parlé à l'instant, étant ce qu'il est. Comment est-ce que vous pensez que
La colère sociale qui s'est exprimée ces dernières années, qui ne date pas du mandat d'Emmanuel Macron, mais qui s'est peut-être exprimée différemment, va se manifester ou pas se manifester. Oui, c'est drôle, parce que j'y réfléchissais, là, je me disais, ça me faisait penser à la pièce de Giraudoux, la guerre de Troie n'aura pas lieu. L'impression que l'élection présidentielle n'aura pas lieu. C'est-à-dire qu'en fait, vu le contexte international, on sait, les dés sont jetés un petit peu déjà quand même, et que ça va produire certainement pas mal de dépit et de refoulés. C'est-à-dire que finalement, dans une démocratie, les élections, c'est le lieu où se métabolisent les intérêts contradictoires et où, justement, ces colères, ces violences peuvent prendre une forme pacifiée dans le débat. Et là, j'ai l'impression que ce travail-là de métabolisation ne se fera pas et que ça trouvera d'autres voies, sans doute, par la suite, et que ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est quoi d'autres voies ? Je ne sais pas, je ne suis pas un devin, mais voilà, je pense par exemple que les Gilets jaunes, c'était clairement un sursaut, une convulsion du corps social, parce que des intérêts, des idées, des affects ne trouvent pas à s'incarner autrement dans le champ politique traditionnel. Vous me faites faire une interview très politique. Non, mais ça, il n'en est effectivement pas question dans cette campagne. Et quelle tournure ça prendra, bien heureux ou malheureux, celui qui pourra le dire. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, on n'a pas le temps de parler de tout. Il y a aussi beaucoup question d'amour, hein, bien sûr. Nicolas Mathieu, Connemara, donc chez Actes Sud. Merci beaucoup d'être venu nous en dire quelques mots et puis de tout ce qui va autour.